Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de Learning, donc Learning Pédagogie. Donc pour rappel, c'est un podcast que je fais avec Romain et l'objectif c'est de développer nous-mêmes notre pédagogie, développer des stratégies et analyser les approches pédagogiques qui existent déjà. Et en fait, dans ce travail-là, on progresse nous et puis on essaye d'inspirer les autres à progresser aussi et à s'inspirer de ce qu'on fait. Et voilà. Comment tu vas, Romain ? Ça va et toi ? Bonjour à tous. Ça va très bien. Nickel, très bien, très bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'autorité et de leadership. Et on va déjà commencer par définir les deux termes. Donc avoir de l'autorité, c'est avoir un certain pouvoir. Donc quand on est parent, on a du pouvoir. Quand on est prof, coach, enseignant, on a du pouvoir. Quand on est manager et qu'on est chef, entre guillemets, on a du pouvoir. Et le leadership, c'est on n'est pas obligé d'avoir du pouvoir pour être un leader. Donc on pourrait très bien être un élève et être leader. En gros, c'est inspirer les autres à faire quelque chose, à agir, à penser, à communiquer, peu importe. Mais un leader, c'est vraiment inspiré dans l'intérêt du groupe ou dans l'intérêt de la personne qui est en face de toi. Donc l'autorité et le leadership, c'est pas deux choses qui sont en opposition, mais c'est deux choses qu'on peut avoir en même temps ou pas. avoir l'un ou l'autre, Ouais. peu importe. Mais en tout cas, c'est pas deux choses qui sont en opposition. Alors du coup, pourquoi est-ce que c'est important de faire la part des choses entre le leadership et l'autorité? Premièrement, donc moi j'ai trois choses pour ça. Donc premièrement, je pense que tout pouvoir amène des responsabilités. Je sais plus quelle phrase c'était, mais c'est dans un des Marvel, ça, que tout pouvoir, avec tout pouvoir est accompagné des responsabilités. Enfin bref, je sais plus la phrase, mais c'est un truc du style. Je crois que c'est dans Spider-Man, un truc comme ça. C'est possible, ouais. Et je pense que tu vois, avoir du pouvoir, ça... il faut s'en servir pour quelque chose d'utile, sinon ça ne sert pas à grand chose. Et on en parlait un petit peu la dernière fois, tu sais, où on disait que ce serait intéressant de donner les outils à quelqu'un pour qu'il trace son propre chemin. Et le fait d'avoir du pouvoir et de tracer le chemin de l'élève, c'est pas, enfin tu vois, ça donne un statut d'autorité. Mais le fait de transmettre ce pouvoir, c'est ce qui va faire que la personne en face va pouvoir construire son chemin tout seul, tu vois. Et on va l'accompagner petit à petit. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que c'est intéressant de travailler avec un objectif commun. Donc par exemple, pendant un cours particulier de maths, c'est important que l'élève, tu vois, il travaille pour améliorer son niveau, et que moi, en face de lui, je travaille aussi pour améliorer mon niveau, ma pédagogie, par exemple. Et le fait d'avoir un objectif commun, ça nous permet aussi d'avancer tous les deux et d'avoir ce statut un petit peu de leader et pas juste avoir l'autorité. Et tu vois, tu es en cours de maths, je te dis, voilà, il faut que tu fasses ça, je te l'impose, tu n'as rien à dire. Et puis enfin voilà, j'ai juste l'impression d'être là pour toi, mais moi je progresse pas du tout et je sers un peu à rien, quoi. Je pourrais être remplacé par un robot. Par l'intelligence artificielle. Et on est en plein dans l'actualité, tu vois. Ouais. Donc voilà, avoir cet objectif commun où toi tu développes ton niveau, toi en tant qu'élève, et moi je développe ma pédagogie en tant que prof, en tant que coach, même en tant qu'enseignant, en tant que parent, tu vois, le fait d'améliorer sa façon de communiquer avec ses enfants ou quoi, au moins on apprend tous les deux et on évolue tous les deux. Ouais, c'est sûr. Et on est en record sur notre évolution. Et si tu évolues et que ton élève a plus de chances d'évoluer si tu évolues aussi, et si tu as la flemme et que je sais pas, tu veux juste imposer ton truc, tu as plus de chances de provoquer une espèce de confrontation avec quelqu'un qui n'aime pas l'autorité, par exemple, ou qui a des problèmes avec l'autorité. Et le troisième point important, c'est créer un espèce de système. Donc il y a deux types de systèmes. Il y a le système gagnant-gagnant et le système perdant-perdant. Donc on va commencer par le perdant-perdant. En gros, c'est je suis là, je suis prof, je te donne des cours et je fais énormément d'efforts qui ne servent pas à grand-chose. Et toi, t'es élève, t'es là, et comme on est en confrontation tout le temps, tu fais beaucoup d'efforts qui ne servent à rien non plus. Ce qui fait que tous les deux, on n'évolue pas du tout. Et mon objectif, vraiment, c'est de créer un système gagnant-gagnant, où moi, j'investis mon temps pour te faire progresser, en tant qu'élève toujours. Et ensuite, toi, tu investis ton temps pour progresser aussi et pour me faire évoluer. Ce qui fait que le fait de créer un système gagnant-gagnant, ça nous demande des efforts, beaucoup d'efforts, tu vois, à court terme, moyen terme, long terme, mais ça nous crée un espèce de bénéfice aussi à court terme, le moyen terme et long terme. Alors que, tu sais, quand tu fais beaucoup d'efforts et que ça se passe pas comme prévu et que tu as l'impression de perdre ton temps avec tes élèves et que l'élève aussi, tu vois, il fait tout sauf travailler, que ce soit à court terme, moyen terme ou long terme, en général, ça te demande énormément d'efforts à court terme parce qu'il faut travailler sur la discipline, gérer le groupe, gérer l'élève. Tu vois, tu mets beaucoup d'énergie dans le vide, en fait. Ouais. Alors que quand tu crées ce système gagnant-gagnant, tu mets de l'énergie, mais c'est constructif, tu crées quelque chose. Ouais.
Ouais, écoute, toi, je partage tes idées. Alors moi, si je le transcris un petit peu dans mon métier, entre l'autorité et le leadership, donc moi, je verrais l'autorité comme une sorte de chef, quelque part, quand même. Le chef de famille, le chef dans un boulot ou quoi. Et le leadership, c'est un guide, quelqu'un qui va qui va t'inspirer ouais, qui t'emmène vers quelque chose. Et donc moi dans mon métier, le côté autoritaire, je vais le développer pour juste que les gens respectent le cadre. Alors avec beaucoup d'adultes, enfin la majorité, j'ai pas besoin d'être autoritaire. Avec des jeunes un petit peu plus, certains jeunes qui auraient tendance à se dissiper ou à pas trop écouter, juste rappeler que c'est moi le chef entre guillemets et que s'ils sont là, ils sont là pour m'écouter, ils sont là pour faire ce que je dis dans la bonne humeur et la bienveillance, mais que si ils me manquent de respect ou s'ils reproduisent les mêmes erreurs, il faut que j'établisse des règles et des limites. Et s'ils franchissent les limites, il faut que mon autorité elle apparaisse. Donc ça peut être j'élève la voix, ça peut être une sanction, ça peut être un appel aux parents. J'ai pas trop recours, mais voilà, ça peut être ce genre de choses. Et pour le côté leadership, donc le guide que je disais, c'est voilà, les gens sont là parce qu'ils croient en ce que je suis un petit peu, c'est-à-dire je suis prof de tennis, donc normalement je sais jouer au tennis et je suis censé leur faire passer le message sur comment on joue au tennis, le côté stratégique, le côté technique. Voilà, je suis une sorte de petite inspiration à mon niveau, à mon humble niveau, mais je pense qu'ils voilà, il se réfère à moi en tant que voilà prof de tennis avec un certain niveau de tennis, une certaine expérience dans ce sport-là. Et c'est à moi de les guider vers plus de succès ou plus de réussite. Je le vois un peu comme ça, ouais. Ah, complètement. Et moi, étant un de tes élèves au tennis, en cours particulier, bah, je le vois en fait. Tu as cette posture d'autorité, évidemment, parce que tu es le coach, mais tu as aussi ce truc où tu vois, tu montres l'exemple et on a envie de faire comme toi parce que bah, techniquement, tu es très bien. Enfin, tu vois, tu montres le truc techniquement. Mm. Et ce que j'aime bien aussi chez toi, c'est que tu taffes à la fois sur le technique et à la fois sur le mental aussi, ce qui fait on s'inspire de toi sur tous les niveaux, tu vois. Ouais, ouais. Après, pour moi, dans ma pratique, dans mon sport, tout est lié en fait. Il y a 4 dominantes, il y a la technique, la tactique, le physique et le mental. Et après, il y a des curseurs, mais les 4 sont liés. Si je suis pas bien physiquement, du coup, je vais pas être forcément bien placé sur la balle, donc ma technique va pas être bonne. Si je suis pas bien dans ma tête, forcément, je vais être moins patient et puis je vais commettre des fautes stratégiques peut-être, tu vois. Donc tout est lié. Et du coup, ouais, bah, j'essaye de piocher un peu dans chaque domaine, quoi. Ouais, totalement, ouais. Top. Alors, deuxième partie, quelle attitude est-ce qu'on peut avoir en tant que coach ou en tant qu'enseignant et enfin, justement en travaillant sur soit l'autorité, soit le leadership. Donc pareil, j'ai 3 petits trucs moi pour développer une bonne attitude entre guillemets en tant que coach ou en tant qu'enseignant. Ouais. La première, c'est d'être bienveillant avec l'élève, l'étudiant, l'enfant, pour créer un espèce de climat de confiance, un environnement sain dans lequel l'apprentissage peut se faire. Ouais. Si on est trop autoritaire, et là en fait le travail entre l'autorité et le leadership, c'est un espèce de curseur à placer. Des fois, on va être un peu plus sur l'autorité, des fois un peu plus sur le leadership. Tout dépend en fait du public qu'on va avoir. C'est ça. Tout dépend de l'âge de la personne, de la maturité de la personne. Et évidemment, quand on a quelqu'un de super mature, on va pas fixer des règles complètement strictement inutiles. Mais voilà, il faut s'adapter évidemment au public. Mais du coup, voilà, créer un environnement sain dans lequel on a envie d'apprendre et être bienveillant avec quelqu'un, c'est essayer de lui apporter quelque chose, de lui apporter un bénéfice à court, moyen, long terme. Ça, c'est vraiment la bienveillance. La bienveillance, c'est pas juste être gentil, tu vois, et dire des trucs trop gentils, genre ah mais ton niveau il est parfait, t'es en train d'évoluer alors que t'es éclaté, ça sert strictement à rien, je pense. Être bienveillant, enfin tu peux être bienveillant et juste, et pas être bienveillant et mentir, tu vois, en disant que à ton... Enfin bref, après ça dépend du public, quoi. Non, mais t'as raison. Ton gamin de 2 ans, tu vas pas lui dire ton dessin il est éclaté parce que c'est vrai. Tu vas plutôt l'encourager, tu vois, sans forcément lui mentir. Parce que quand tu mens à quelqu'un en lui disant c'est bien, c'est génial et tout, au bout d'un moment, enfin, t'es en train de développer une espèce de frustration. Pas tout de suite parce qu'il va être content d'avoir ce compliment, mais à long terme. Ouais, c'est ça, en fait, faut être juste, mais il faut aussi, faut différencier le côté juste du côté encouragement, parce que t'es quand même là pour aider l'autre et pas le descendre. Ouais.
même si à un moment peut-être il fait pas bien les choses, ben trouver une façon de dire les choses pour juste le rendre la chose quand même positive en lui disant attention à ça. Et par contre quand c'est être juste, c'est voilà. Moi, dans le côté compétition, ça peut m'arriver de dire à quelqu'un qui, voilà, il a gagné, mais il n'a pas forcément fait un bon match sur cet aspect-là. Et pas juste lui dire, ouais, t'as gagné, c'est génial. Ouais. Tu vois. Parce que c'est lui mentir et c'est me mentir à moi-même aussi par rapport à ce que j'ai vu. Et ça ne l'aide pas, comme tu as dit, ouais. Complètement. Complètement. Donc, première chose, la bienveillance. Deuxième chose, essayer d'être assez ferme, genre zéro négociation. Donc, quand on place un truc en place, je sais pas, tu donnes un exercice à faire, que ce soit au tennis, en maths, au karaté, enfin bref, peu importe. Mais quand on donne un exercice à faire, être assez ferme, genre zéro négociation. Il n'y a pas de. Tu commences pas à négocier avec ton élève ou je sais pas quoi. Et le fait d'être assez ferme, ça crée un bon cadre aussi. On peut être bienveillant et ferme, tu vois, avoir un cadre, ce qui permet à l'élève d'évoluer dans cet environnement-là et tu vois, de ne pas essayer de faire des choses à gauche, à droite qui n'ont aucun lien avec le cours et avec l'apprentissage, tu vois. Ouais. Ça évite de se disperser un peu trop. Et puis ça évite de... Parce qu'en fait, s'il n'y a pas assez le côté ferme, et s'ils savent que de toute façon, avec Romain, on va pouvoir négocier ça, ou de toute façon, il dira rien s'il y a ça, bah, en fait, ils vont en abuser. Et puis tu deviendras un peu moins crédible à long terme, en fait. Parce qu'on saura que, voilà, bon, c'est pas grave. Ça peut être sur quand t'arrives, que t'es en retard, tu vois. Ouais. Si tu dis rien, jamais rien, bah, ils vont prendre l'habitude d'arriver en retard. Moi, je suis pas l'autoritaire qui, avec 5 minutes de retard, va punir et dire non, non, tu reviens la semaine prochaine. Mais par contre, je leur montre, je leur signale avec un geste, genre, tu vois, un truc comme ça, bonjour, excuse-toi. Enfin, nous, quand on était jeunes, que ce soit à l'école ou ailleurs, quand on était en retard, on arrivait, déjà, moi, j'arrivais un peu en speed, hein, genre, j'arrivais pas à entrer dans les pieds. Et puis, le premier truc que je disais, c'était, ouais, bonjour et pardon d'être en retard. Enfin, ça me paraissait logique, tu vois. Donc, ouais, je comprends ce côté ferme, ouais. Complètement. Et ouais, c'est ce que tu disais, en fait, en fait, psychologiquement, si tu as une porte ouverte, leur concentration, elle sort direct. Tu vois, et puis ils vont t'as l'ouvrir. une porte de sortie et puis, et puis ils vont en profiter. Si elle est entrouverte, ils vont éclater la porte et ils vont tous sortir par Ouais, là. c'est ça, ils en profitent après. Et la Doucement, troisième... mais sûrement, ouais. Ouais, exact. Et la troisième attitude, c'est, on en parlait un petit peu la semaine dernière, c'est toujours écouter pour comprendre et pas juste donner des conseils. Et ça, pareil, ça permet de développer un climat de confiance avec la personne, et ça permet d'ouvrir des portes, pas dans le sens que je disais tout à l'heure, mais d'ouvrir des portes par rapport au fait qu'un élève peut se confier à toi, il peut te parler de certaines choses. Moi, j'ai le souvenir de... Quand j'étais prof au collège, tu as des élèves qui venaient me voir parce qu'ils se faisaient harceler physiquement ou sur les réseaux ou des trucs comme ça. Et en fait, le fait tu vois, d'être un prof, entre guillemets, pas comme les autres, et qui t'écoute vraiment, qui essaye de comprendre les choses, ils se disent que voilà, il y a un adulte référent à qui on peut parler de quelque chose, même si c'est pas des maths, on s'en fout, même si t'es pas le professeur principal, on s'en fout, on peut t'en parler quand même, et je sais que toi, tu vas essayer de trouver une solution pour moi, tu vois. Ouais. Et c'est ça, avoir cette bienveillance et cette fermeté, parce que moi, ça m'était arrivé, tu vois, au collège, on me parlait de harcèlement, et du coup, ils venaient me voir parce qu'ils ressentaient cette bienveillance que j'avais envers eux. Ils savaient que j'allais faire quelque chose pour eux. Et ils savaient aussi que j'étais ferme et que j'allais voir les personnes qui harcelaient et que j'allais régler le problème pour de vrai. Et que j'allais pas genre suivre un protocole ou je sais pas quoi. Et le pire, c'est que ça m'est vraiment arrivé au collège. Tu vois, il y a une élève qui se faisait harceler. Et donc, elle est allée voir la référente harcèlement, tu vois, du collège. Cette personne-là, c'était la CPE. Et la CPE, en fait, donc elle avait l'autorité, entre guillemets, puisqu'elle avait ce statut de chef de référente harcèlement et tout. Et en fait, elle a suivi le protocole, apparemment. Et le protocole, il disait qu'elle n'a même pas prévenu les parents de la fille qui était harcelée. Et après, ça te crée des problèmes, mais monstrueux, parce que la fille, elle va en parler à ses parents. Ses parents, ils vont venir, ils vont allumer l'établissement, parce que tu t'imagines, ta fille qui se fait harceler, qui se fait frapper, qui se fait harceler sur les réseaux, t'es pas au courant. L'école est au courant, mais toi, t'es pas au courant. Du coup, ça crée des problèmes, mais monstrueux. Et je trouve que c'est trop grave, tu vois, ce genre de choses. De pas avoir ce type d'attitude, ou au moins d'avoir une personne qui prend ce statut de référent harcèlement, mais par contre, cette personne, il faut qu'elle soit un leader, tu vois. Il faut qu'elle écoute pour comprendre, il faut qu'elle essaye de régler les problèmes, sinon... c'est ça. Inutile. Tu as ce statut, tu as cette petite prime sur ton salaire, mais tu fais juste ça pour le statut, tu fais rien du tout. Tu fais ça pour donner des conférences ou je sais pas quoi, tu sais, des ateliers harcèlement. C'est cool, c'est sympa, en salle des profs, tu peux en parler, mais au final, tu fais rien concrètement derrière et je trouve ça trop dommage. Ouais, c'est clair.
Ouais, moi, le côté écoute dans mon métier, il est hyper important. J'en ai déjà parlé au podcast précédent, mais faut que les gens ils nous donnent le ressenti de comment ils tapent dans la balle, comment ils se sentent, et pas juste moi en mode autoritaire, je te dis que c'est comme ça, et je m'en fous de ton avis, on recommence, et puis tant que tu n'arrives pas à le faire, et ben, on recommence. Mm. Ça marchera pas à terme, ça marchera pas avec la personne, notre lien il sera pas bon, et puis ça débouchera sur rien. Donc le côté écoute et discussion, partage, il est hyper important dans nos métiers. Ouais. Totalement. Et ça te permet aussi, enfin, ça nous permet aussi de développer notre pédagogie, Ouais. dans le sens où, moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois, de faire des cours de maths avec un élève, et genre, donc moi, je lui montre une technique, lui, il me montre une autre technique de son prof, tu vois, et son prof, des fois, il fait des trucs plus simples ou plus compliqués. Très souvent, c'est plus compliqué parce que j'essaie toujours de faire des trucs plus simples. Et des fois, tu vois, il me montre de nouvelles techniques où il me pose juste une question, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et comme je recherche, tu vois, à expliquer le pourquoi du comment, ça me permet aussi de développer ma pédagogie et de trouver des façons plus simples parfois de l'expliquer Ouais. ou de le faire, tu vois, dans la rédaction. C'est qu'en maths, la rédaction, elle est super importante pour les profs. Et du coup, des fois, je développe aussi ça. Et si j'avais pas cette capacité d'écoute, je le ferais pas. Et j'imposerais mon avis, j'imposerais ma rédaction. Tu fais comme je te dis de faire. Et puis au final, lui, il se sent obligé de le faire. Il sait pas trop pourquoi. Et moi, je lui ai imposé un truc et j'ai loupé l'opportunité d'apprendre quelque chose. Et c'est Ouais, c'est ça. pareil, c'est encore une C'est fois ça. dommage, quoi. Mm. Ouais, donc je pense en conclusion, je pense on a plus le côté leadership que autoritaire dans nos métiers, Mm, mais il y a toujours un petit côté autoritaire quand on sent qu'on n'est plus dans le cadre et que notre message il aura du mal à passer, il faut l'utiliser, ouais. tout à fait. Et après, comme dit, en fait, être un leader, c'est comme être un parent. Tu vois, Mm. tout le monde a la capacité d'être un parent, mais tout le monde ne devient pas forcément Mm. parent. Mm. Et tout le monde a la capacité de devenir leader, et tout le monde ne l'est pas forcément. Ouais. Et parce que tu vois, ça demande un certain travail, un certain courage et tout. Et donc, l'idée, c'est juste de voir où est-ce que tu te situes, si tu te situes un peu plus sur l'autorité ou un peu plus sur le leadership. Mais ce curseur, tu n'es pas obligé d'être à 0 ou à 100%. Tu peux le placer genre à... Nous, je sais qu'on est vers les 60%, peut-être 70, un truc comme ça, un peu plus rapproché vers le leadership. Il y en a d'autres qui sont un peu plus dans les 20% de leadership et plus, tu vois, à 80% vers l'autorité. Mais l'idée, c'est d'essayer d'apprendre à se connaître et de trouver son curseur, encore une fois, en s'adaptant face au public, face à la personne qu'on a. Mm. Top. On va finir avec la boîte à stratégie. Yes. Alors moi, j'ai 3 stratégies. Pareil, c'est toujours par 3, je sais pas pourquoi. Il y a 3 parties. Dans chaque partie, il y a 3 trucs. Donc pareil, j'ai 3 stratégies. La première, c'est au lieu d'avoir un règlement, donc règlement, tu fais ça, 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 avec 10 règles, tu vois, les 10 commandements, où j'ai vu beaucoup de profs, tu sais, qui mettent les 10 trucs, enfin j'abuse quand je dis 10, il y en a peut-être 3, tu vois, mais 10 règles comme ça, à faire signer par les parents, faire signer par l'élève et tout. Moi, j'ai tendance plutôt à mettre une règle globale, une règle qui englobe tout. Et quand j'étais prof, par exemple, dans un quartier d'éducation prioritaire, enfin réseau d'éducation prioritaire, maintenant ça s'appelle, j'avais une règle qui était ne pas déranger les autres. Et du coup, évidemment, c'était une règle disciplinaire parce que je n'étais pas dans le meilleur établissement de France où c'était pas ne pas déranger les autres, mais là, ça aurait été une règle plutôt essayer de, je sais pas, de faire progresser les autres, par exemple. Et donc, toutes les attitudes des élèves, toutes les mauvaises attitudes étaient regroupées dans cette règle-là. Et à chaque fois qu'il y avait une bêtise, entre guillemets, qui était faite, ben, je me référais tout le temps à cette règle. Et des fois, je leur demandais c'est quoi la règle, et ils me répétaient ne pas déranger les autres. Et tu vois, le fait de mettre une seule règle en place, ça permet d'avoir un cadre, et il est clair, net et précis pour tout le monde, que ce soit pour les parents, à la réunion parents-prof, tu peux en parler, ou enfin peu importe, mais avec les élèves, c'est clair, net et précis, tu as une seule règle, le cadre c'est ça, il ne faut pas le dépasser, il y a zéro négociation, il n'y a pas de non mais là j'ai envie, non on s'en fout. La règle c'est ça, tu ne dois pas déranger les autres. Et je trouve que ça englobe beaucoup de choses. Donc moi ma règle c'était ça, donc au quartier où je donnais cours. Après il y a d'autres endroits où la règle c'est pas ça du tout. J'ai pas d'autres exemples en tête là tout de suite, tu vois, mais juste l'idée de mettre une règle en place qui globalise tout, c'est mieux, je pense, qu'un règlement avec 10 trucs où tu lui dis, ben, c'est un peu comme le code civil, c'est grand 1, alinéa 5, enfin bref, où tu as un truc de 47 pages. Ensuite, la deuxième chose, essayer de responsabiliser l'élève. Donc la responsabilisation, pareil, c'est un espèce de curseur qui passe de 0% à 100%. Au début, ils ne sont pas responsables du tout, puis tu essayes de faire en sorte qu'ils soient responsables à 100%. Donc au début, tu es assez autoritaire parce que c'est à toi d'imposer le truc. Puis ensuite, petit à petit, tu essayes d'autonomiser,
de rendre plus autonome l'élève qui est en face de toi et de faire en sorte qu'il gagne en autonomie et donc qu'il soit un peu plus responsable. Et la troisième stratégie que j'utilise beaucoup, c'est le pourquoi, pour donner du sens. Donc à chaque fois, quand on me pose la question pourquoi, j'essaye d'y répondre, j'essaie de trouver quelque chose. Si j'arrive pas tout de suite, je peux y revenir, tu vois, la séance d'après ou quoi. Mais je pense que c'est important d'expliquer le pourquoi du comment, parce que ça permet de travailler, tu vois, sur la motivation, de lui dire concrètement pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Et ça te challenge toi aussi dans ta pédagogie d'expliquer pourquoi est-ce qu'on fait les choses et pas juste imposer un truc bêtement parce que c'est comme ça que ça marche, point. Ouais. Tu apprendras quand tu seras grand ou je sais pas quoi, Ouais. ce serait dommage. Ouais. Et donc moi quand on m'interroge sur le pourquoi, j'essaye de faire l'effort. Je fais l'effort avec l'élève, j'essaie de lui apporter quelque chose, je lui pose des questions, je lui demande peut-être pourquoi est-ce qu'il veut savoir le pourquoi. Et donc ça me permet aussi de comprendre le questionnement qu'il a et de pouvoir mieux répondre à ces questions. Ok. Alors moi, j'ai pas trois choses précises, mais pour le côté leadership, comme on disait que c'était un guide, ben, je vais souvent me parler de mon expérience ou de moi en match, ce qui m'arrive, comment je gère ça, ou de prendre exemple sur le haut niveau, les matchs qu'on voit à la télé ou par rapport au profil de joueurs, pourquoi ils font ça, pourquoi ils jouent comme ça, pourquoi ils sont calmes, pourquoi ils sont énervés. Voilà, donc me référer à des exemples en fait qui peuvent être moi ou d'autres. Et pour le côté autoritaire, c'est ouais. Alors moi j'ai une charte qui est affichée dans le club par rapport aux équipes. Alors elle y est, mais est-ce qu'elle est respectée à 100%? Pas sûr. Maintenant, j'ai pas l'impression qu'il y en ait qui abusent du règlement, tu vois. Donc j'essaye de pas être trop ferme non plus là-dessus. Et puis après avec les enfants un petit peu plus quand le cadre est pas respecté sur les règles de politesse, sur l'écoute, sur ce qu'il faut faire, sur la sécurité, parce que des fois il y en a, ils vont traverser le terrain ou ils vont tirer toute leur force alors qu'il y a quelqu'un à côté. Et donc là, ouais, là dans ce cas-là, je rappelle les règles avec autorité dans le regard, l'intonation de la voix ou ce genre de choses. Ouais, physique, ouais, tu le vois, l'attitude quoi. Voilà, voilà. Rien qu'un regard des fois, tu sais, ça dit tout quoi. Ouais. Ça m'arrive souvent de faire ça. Voilà. Top. Parfait. Donc, globalement, en tant que coach, en tant que parent, en tant qu'enseignant, peu importe, c'est hyper facile, je trouve, de constater l'échec, de constater le truc. Ben là, t'as fait de la merde, Ouais. là, ça marche pas. Mais je pense que ça demande, tu vois, beaucoup de courage, beaucoup de travail, au lieu de juste constater la chose, d'essayer de développer quelque chose, de faire progresser son enfant, son élève, peu importe, sur le sujet. Et c'est plus cette attitude, tu vois, qu'on va viser à développer. Ouais, que juste. Ouais, C'est pas bon. pointer le truc, c'est pas Ouais. bon. Comme beaucoup Ouais. font, tu vois. Oui. Genre moi je le vois énormément en maths où, ben tu vois là c'est pas bon. Mm. Ouais. Et je fais comment tu vois pour... Et du coup il te réexplique la notion exactement de la même façon et du coup t'as toujours rien compris. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai autant de taf, tu vois, en tant que coach en maths. Parce que tu vois la plupart, enfin pas la plupart j'abuse, mais beaucoup de profs de maths voient le truc d'un point de vue purement rationnel, ils oublient complètement l'émotionnel. Et en fait, si c'est pas bon, ben, il va te réexpliquer. Et si t'as pas compris, ben, tant pis pour toi. Et ils prennent pas en compte le côté émotionnel. Toi, ça t'est déjà arrivé ou ça t'est déjà arrivé d'être en classe et de voir quelqu'un passer au tableau. Le prof, il pose une question toute bête, genre 2 plus 4, ça fait combien? T'es en classe de première et tu bugs, quoi. Tu vois? Alors que c'est tellement simple, t'as pas à bugger sur ce genre de questions. Et des fois, t'as même la réponse sous les yeux, mais tu le vois pas ou t'arrives pas à le voir. Mais c'est juste parce que émotionnellement, t'es en état de stress. Et donc, t'as bloqué toutes les issues dans ton cerveau et t'arrives pas à trouver la réponse. Ouais. Enfin bref, donc je pense que c'est important de pas juste constater l'échec, mais essayer de travailler là-dessus et de travailler, d'avoir le courage de se lancer dans ce genre de travail. Et puis voilà, développer sa pédagogie, développer le niveau de l'élève et faire l'équilibre, enfin essayer de chercher l'équilibre entre l'autorité et le leadership en fonction de sa personnalité aussi, et de la discipline, et s'adapter en fonction du public et tout ce qu'on a déjà dit. Parfait. On va conclure avec nos petites 5 minutes. Ouais. Donc la petite séquence de 5 minutes sur balance ton mentor. Ouais. Donc on va parler pendant 5 minutes, pareil. Donc ça peut être, comme dit, un livre, une personne, quelque chose qu'on a, une idée. On va parler de ça pendant 5 minutes et voilà. Je vais lancer le chrono. Tu veux commencer? Alors je peux commencer cette semaine si tu veux. Allez, top. Ouais. Alors moi je vais parler d'Arsène Wenger. Donc j'ai vu un reportage sur lui.
J'ai lu aussi des choses sur lui. Et donc lui, il explique un petit peu ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire qu'un entraîneur à son niveau, donc dans le foot, c'est un guide. Et donc les joueurs sont là pour suivre le guide, pour l'écouter. Il est censé avoir la science du sport concerné, que ce soit technique, tactique. Et en gros, ils sont là pour justement l'écouter et progresser à travers lui, à travers son discours, à travers sa façon de voir le sport en lui-même, la façon de jouer. Et il est très... On voit la carrière qu'il a eue, hein, notamment à Arsenal. Et c'est quelqu'un, quand on le voit, je trouve qu'il il a pas c'est pas forcément quelqu'un qui va être très autoritaire. Enfin, je le vois pas comme ça et il se définit pas non plus trop comme ça. Par contre, quand il sent que la situation lui échappe ou quand il sent que voilà, il y a quelque chose qui va pas, il est capable de dire les choses à ses joueurs et donc de les remettre dans le chemin vers lequel ils doivent tous aller. Et moi, j'adore ce personnage parce que il a le côté très humble avec la réussite qu'on lui connaît. Et il a cette façon de faire passer les messages que chaque joueur peut en reparler. Enfin, il a été énormément apprécié par les joueurs qu'il a entraînés. Et il a aussi un petit profil atypique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était dans le monde du foot, qui ensuite il est parti s'expatrier, il a eu un moment dans sa carrière en Asie, et puis en fait quand il est revenu à Arsenal, personne ne le connaissait. Le mec a pris le club d'Arsenal et beaucoup de gens doutaient de lui et de ses méthodes. Et en fait petit à petit il a fait son chemin et puis à la fin après X années à Arsenal ils lui ont rendu un hommage de dingue. Et je trouve ça beau en fait de... Voilà, t'es là, t'es assez humble, on ne te connaît pas trop. Et puis par la force du travail et du message que tu donnes aux gens et le côté leadership que tu as, ben, tu deviens un monument pour le club, quoi. Voilà. Donc moi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Excellent, excellent. Et moi, je connais pas du tout, enfin, je connais pas trop le foot, mais je le connais de nom et j'en ai déjà entendu parler. Je sais pas si Thierry Henry jouait avec lui. Ouais, bien sûr. Je crois que c'était l'époque où Thierry Henry était très fort à Arsenal et c'était Wenger le coach, ouais. J'en ai entendu parler dans une interview de Thierry Henry, un podcast avec Thierry Henry. Ouais. Ok, moi je vais parler de Simon Sinek. C'est un conférencier anglais mais qui vit aux États-Unis, je crois, qui a tu vois, toutes les idées du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, ça vient de lui. Il a écrit un livre qui s'appelle Commencer par le pourquoi. Et il a écrit un deuxième livre que j'ai beaucoup apprécié sur le leadership. Il s'appelle Leaders Eat Last. En gros, traduit littéralement, le leader mange à la fin. Enfin, les leaders mangent à la fin. Et en fait, il analyse surtout les business de manière générale et le leadership dans le milieu business. Donc dans les grosses boîtes et tout. Et en fait, j'ai pris pas mal de ces idées et je les ai appliquées dans l'éducation. En tant qu'enseignant avec des élèves ou en tant que coach avec mes élèves. Et du coup, il parle de plein de choses. Il parle de créer un climat de confiance et sécuritaire. Donc pour les élèves et pour les gens dans l'entreprise, mais je vais dire ça pour les élèves. Ouais. Donc créer un climat de confiance pour les élèves, essayer de créer un environnement où tout le monde peut développer ses forces et développer faire en sorte que les faiblesses deviennent des forces et tout. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, l'importance du leadership authentique, d'être un leader à son image et pas de se créer une personnalité. Ça, j'en parlais un petit peu la semaine dernière. Faire un truc qui soit... donc je parlais de travailler sur ses valeurs, apprendre à se connaître et avoir 3 valeurs. Donc moi, j'avais dit c'était ambition, courage, discipline et axer ma pédagogie là-dessus. Tu vois, axer mon leadership sur ce genre de choses-là. Ensuite, troisième point, c'est le fait d'être au service de quelqu'un, au service d'une cause, au service de quelque chose. Et donc là, par exemple, je suis au service de l'éducation, donc j'essaye de pousser mes élèves à développer leur niveau et j'essaye moi aussi d'être au service de la pédagogie et de développer ma pédagogie, d'inspirer les autres profs, les autres coachs à développer leur pédagogie. Et dernier point, il parle beaucoup aussi de leadership éthique et de vision à long terme. Donc le leadership éthique, c'est pareil, c'est cette espèce de bienveillance, de faire quelque chose qui serve. Et la vision à long terme, c'est cette espèce de fermeté dont je parlais tout à l'heure, où tu essayes d'être ferme et bienveillant. Donc de faire en sorte d'être juste, le plus juste possible, pour que l'apprentissage que tu procures à tes élèves leur permettre de tirer un bénéfice à court, moyen ou long terme. Et le plus souvent, la plupart du temps, c'est à très très long terme, quoi. Ok. Voilà. Oh. Pas mal. 5 minutes tout pile.
Parfait. Bon, bah, du coup, on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Yes. On parlera de... Le sujet de la semaine prochaine, ce sera l'échec. On parlera de la différence entre essai et échec. Comment est-ce qu'on peut gérer des situations d'échec. On n'en parle pas plus. Enfin, on n'en dit pas plus. Et puis, on verra ça la semaine pro. Parfait. Merci à toi, merci à vous de nous avoir Merci. suivis. Et puis À la semaine bientôt. pro.